Bon après-midi, en compagnie du docteur Louis Fouché. J'essaie de parler un petit peu. Vous m'entendez au fond, correctement? Ouais. Un grand merci à vous d'être là. C'est comme dans les repas, vous savez, on dit les bénédicités ou des choses comme ça. Consiste à dire merci pour tout ce qui est là. Et d'abord votre présence. Moi j'ai conscience d'être surtout un prétexte à ce que vous soyez ensemble. Et je l'ai constaté dans les déplacements que je fais en France. Ce qui s'est passé ces 3 dernières années a donné l'occasion à de nombreux citoyens de se retrouver et de donner le meilleur d'eux-mêmes, ou le pire aussi, mais de donner le meilleur d'eux-mêmes et de commencer à œuvrer dans plein de dimensions où ils ne pensaient pas un jour se mettre à travailler. Il faut que je recule. Derrière la table. Je vais reculer la table. Donc un grand merci à vous d'être là, un grand merci à Mine et à tout Réveil Citoyen, parce que c'est une sacrée organisation, mine de rien, de réussir à faire ça. Ça paraît peut-être pour vous, vous arrivez, vous asseyez, mais en fait en amont, il y a tout plein de gens qui se mettent ensemble, qui se passent des coups de fil, qui s'engueulent, qui se réconcilient, qui réussissent finalement à faire des gâteaux, tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et il y a aussi pour moi quelque chose d'important dans cet événementiel, c'est que ça donne l'occasion aux gens qui accueillent de sortir le meilleur. Comme quand on accueille quelqu'un à la maison. On range la maison, on ne laisse pas traîner les Legos, etc. On fait des bons petits plats. Et donc c'est pas mal de recevoir des invités de temps en temps à l'intérieur de son... Il faut que je recule encore? Je vais être très loin de là. Sinon il y a trop de Larsen. Alors effectivement, on va faire donc un grand merci à toute l'équipe de Réveil Citoyen, à tous ceux qui sont derrière là-bas, à tous ceux qui sont dans la librairie, à tous ceux qui sont derrière le son pour essayer qu'il n'y ait pas de Larsen, et à tous ceux qui sont devant même à nous aider. Un grand merci aussi finalement au Dauphiné libéré. J'espère que le journaliste est là, parce qu'il a été invité. Et ça peut être intéressant pour lui de constater qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Normalement, le journalisme, il est là pour ça, il est là pour témoigner de ce qui se passe pour de vrai. Pas pour essayer de plaquer sur le monde une espèce de vision fantasmée, propagandiste, qui cherche un certain objectif politique ou économique, ou électoraliste. Mais non, témoigner du réel. C'est ça le métier des journalistes, normalement. Et là, s'ils ne le font pas, et j'ai peur que si ce pauvre journaliste du Dauphiné libéré, que j'espère qu'il est là encore une fois, j'ai peur que s'il continue comme ça, en fait, il soit remplacé par ChatGPT. Parce que ce sera encore plus efficace. À la limite, on n'aura même pas besoin de payer un gars à salir, quoi. Et pourtant, voilà, ça va être un peu un des objets de cette discussion, c'est d'essayer de trouver à quels endroits tout ce qui nous est donné de vivre, au fond, est peut-être une chance. Vous savez, on a fait un texte comme ça avec mon épouse, Carole, qui est devenue une petite vidéo, qui disait que nous, on était plutôt dans la gratitude, quoi. Ça peut paraître étonnant, on a perdu notre boulot, on a été traîné dans la boue, et pourtant, je ne donnerai pas ma place pour rien au monde. Parce que ça me permet de vous rencontrer, ça me permet de rencontrer plein de gens, ça me permet de découvrir des choses sur le monde que je ne comprenais pas jusqu'ici. Et je vous avoue qu'à 44 ans, j'ai l'impression d'être un débutant. Un débutant dans ma compréhension du monde, mais un débutant aussi dans ma compréhension du soin, de la maladie et de la santé. Alors même que je pensais posséder mon travail, tout est remis sur le métier. Il faut tout changer. Et donc, à la fois c'est un peu douloureux et à la fois c'est chouette. Ça remet en mouvement. Alors je vais juste vous dire aussi quelque chose au passage, c'est que Nicolaos, c'est ça, que je ne me trompe pas, voilà. Et Sylvaine, voilà,
m'ont proposé là, juste à l'instant d'essayer d'émailler le discours de poésie et de musique. Là, ils me prenaient un peu par un point faible, parce que moi je suis très sensible à la question artistique. Depuis le tout début de cette crise, je pense que les artistes ont un rôle majeur à jouer. Parce qu'ils arrivent en une phrase, en un poème, en une chanson, à capturer l'essence même de ce qui est en train de se passer. On peut faire un discours de 15 plombes, faire 50 bouquins conceptuels. Parfois, en 3 minutes de chanson, vous avez l'essence, vous avez tout ce qu'il y a à comprendre et toutes les émotions qui sont retournées. Et donc pour moi, ils sont comme une antenne 6G sur ce qui est en train de se passer. Et on a vraiment besoin d'eux. Or, encore une fois, la crise a été un peu un dévoilement. C'est que tous ceux qui sont financés dans les médias ne sont pas des artistes. Non, ils sont financés. Et que les autres, souvent on les fait taire. On leur donne pas voix au chapitre. On brûle leurs livres, on les empêche de passer, on les juge non essentiels. Moi je pense qu'ils sont essentiels, donc voilà, c'est un grand plaisir si vous voulez intervenir quand vous jugez que c'est chouette de le faire. Vous êtes les bienvenus, donc il y aura des pauses dans ma conférence, des moments où peut-être il y aura des poèmes, de la musique, voilà, ou peut-être on se taira, j'en sais rien, c'est vous qui nous proposez. Moi je suis ouvert à cette découverte aussi, c'est pas préparé. Mais c'est intéressant parce que une des choses dont je parle souvent, c'est l'idée de ne pas vouloir plaquer sur le monde une certaine vision. Je vais dire ça autrement. Il y a quelque temps, j'ai été convoqué à une réunion sur toutes les médecines du monde. Et il y a plein d'ethnomédecins traditionnels. Il y avait des chamans amérindiens de l'ethnie Lakota. Il y avait des médecins ayurvédiques indiens de Pondichéry. C'était une jeune femme qui avait la peau nickel, les dents toutes blanches, l'œil brillant. Je me suis dit, waouh, ça a l'air pas mal l'Ayurveda. Je vais peut-être m'y mettre aussi, quoi. Parce qu'elle dégageait vraiment de la lumière et de l'énergie. Il y avait un médecin tibétain en exil à Dharamsala avec le Dalai Lama. Et il y avait une médecine très étonnante, basée sur l'astrologie. On avait le droit de soigner les choses que dans certains moments où les planètes sont bien alignées, où il faut. Il y avait des guérisseurs africains, notamment un de Côte d'Ivoire, et puis un druide celtique. Ok. Et voilà, donc tout ça, il y avait encore plein d'autres, puis des ethnomédecins traditionnels chinois. Et chacun venait présenter un petit peu sa médecine. Bon, donc moi, la médecine allopathique occidentale. J'étais un peu gêné parce que plus le temps avançait et mon tour approchait, plus je comprenais que leur médecine avait toujours un caractère symbolique et un caractère social. Et c'était pas juste un arsenal technique. Puis pour eux, même l'arsenal technique, au fond, ils le maîtrisaient tous, l'arsenal basal. Ils avaient tous au moins les 50 à 100 plantes médicinales. Tous, ils les connaissaient. Et même pour le guérisseur africain, pour lui, c'était même pas de la médecine en fait, c'était de la culture générale. Tous les enfants apprennent ça avec leurs grands-parents, en se baladant au bord des chemins. Celle-là, elle sert à ça, celle-là, on la prépare comme ci. Là, tu prends la racine et puis à tel moment, c'est utile et tu en fais une décoction. Ça, pour eux, c'est juste, c'est basal, c'est quotidien, c'est même pas de la médecine, c'est rester en santé. Et puis est arrivé le tour de Di, le chef indien Lakota. Chef indien Lakota, avec qui j'avais discuté un peu avant et qui m'expliquait que eux, ils avaient été parqués dans des réserves. Qu'on avait détruit leur langue. Petit à petit, on avait interdit aux enfants d'apprendre leur langue. On leur avait fait apprendre l'américain. Et puis qu'on avait petit à petit mis des zones touristiques sur leurs lieux sacrés. L'endroit où ils font la danse du soleil, etc. Mais il y avait des tours opérateurs qui faisaient venir des cars entiers de touristes pour venir voir, prendre en photo et en fait détruire le sacré. Détruire tout ce qui était ritualisation traditionnelle. Et puis qu'on les avait bourrés d'alcool, de drogue, pour les abrutir. Mais en fait, je réfléchissais en l'écoutant, je me disais, mais non, on est en train de faire la même chose avec nous en fait. C'est pas différent, c'est à une échelle de temps un peu différente. La brutalité immédiate n'est pas tout à fait la même. Mais au fond, c'est ce qui se passe, quoi. C'est la destruction petit à petit de l'ensemble de nos repères
dans une sorte de stratégie du choc réitérée à l'infini, et où la modalité de gouvernementalité principale désormais est la terreur. Il faut vous maintenir dans la terreur. Ça peut s'appeler le Covid, ça peut s'appeler l'Ukraine, ça peut s'appeler ce que vous voulez, quoi. Le climat, ça peut s'appeler, voilà, des méchants terroristes salafistes, tout ce que vous voulez en fait. Ça ne s'arrête jamais. Et je me posais la question, mais pourquoi est-ce qu'on vit dans la terreur comme ça ? Quel est l'intérêt ? Parce que je comprenne que c'était un intérêt de puissance, un intérêt de pouvoir. Si je maintiens l'autre dans la terreur, je suis capable de le garder sous mon emprise. Ok. Et Dee arrive, qui vit ça et qui essaye quand même d'y faire quelque chose. À l'intérieur de toute cette contrainte, à l'intérieur d'un parc d'une réserve où ils sont parqués, il essaye quand même de trouver des degrés de liberté. Et il dit, moi, ma médecine, avant de commencer, ça commence comme ça. En haut, le ciel. En bas, la terre. Devant, le nord. Derrière, le sud, l'ouest et l'est. Et moi, je suis là. Le tout en lakota, ça donne plus qu'en français. Mais on reste un peu interloqué, quoi. De quoi il parle ? Il parle de sa médecine. L'être humain est un être situé. C'est pas un être hors sol, c'est pas quelque chose qui vit dans la stratosphère numérique ou dans un jeu vidéo ou avec un costume de troll. Non, il est situé, il est ici et maintenant. Il n'est pas après-demain et ailleurs. Il n'est pas dans son voyage à Bali cet été, il n'est pas dans son prochain boulot un jour. Il est ici et maintenant et c'est tout. Il n'est pas ailleurs. Donc s'il y a un certain nombre d'entre nous, nos contemporains, qui sont à côté de leur pompe, passent leur temps à espérer faire autre chose que ce qu'ils sont en train de faire, et ils ne sont pas là, ils ne sont pas situés. Et donc, pour dire, c'est la base, c'est le principe même de la santé. Si vous n'êtes pas situé, vous êtes malade, vous êtes déjà malade. Et ça va s'appeler un cancer du cul, ça va s'appeler de l'hypertension, ça va s'appeler ce que vous voulez, mais vous serez malade. Parce que la maladie va chercher à vous ramener ici et maintenant, pas ailleurs. Un des gros problèmes pour nos enfants et les jeunes actuellement, je le voyais avec les étudiants, les externes et les internes, passer leur vie sur leur téléphone comme ça, à scroller leur téléphone. Et ils étaient, il y a un moment, on était en pleine visite, en train de discuter d'un patient, et son traitement et tout ça. Et je demande à l'interne, alors, qu'est-ce que t'en penses ? Hein ? Quoi ? Je dis, mais tu discutes avec combien de personnes en même temps là ? Ah, je suis sur 4 fils de discussion en même temps. Ah oui, du coup, t'es pas avec, mais ça c'est sûr. Puis avec le patient, c'est sûr et certain que non. Donc il y a cette idée de revenir ici et maintenant. Et on est incarné dans plein de choses qu'on ne choisit pas vraiment. On va commencer par notre corps. Peut-être que j'aurais pris un autre modèle. Tant qu'à faire, comme votre bagnole, vous savez, quand vous l'achetez, on paramétrer les options. Once de noyer. Voilà. Donc, on a une incarnation. Alors, est-ce qu'on ne choisit pas ? Ça, on peut même se poser la question. Est-ce que le bébé et l'âme du bébé ne dit pas à un moment, c'est là que je vais aller. J'ai un boulot à faire. Il y a un truc qui doit se passer dans cette vie-là. Si on commence à regarder les choses comme ça, on est dans un questionnement un peu spirituel, je pourrais dire. Et là, pour le journaliste du Dauphiné libéré, on est dans une dérive sectaire. On ne va pas se poser de questions sur d'où on vient et où on va. Trop inquiétant, parce que de toute manière, on est à côté de nos ponts. On peut raconter n'importe quoi sur n'importe qui, et le tout, c'est de vendre du PQ. Excusez-moi, c'est un jugement de valeur. Mais je crois que vous dites le dobé, c'est ça. Donc, ce questionnement-là, il ouvre à quelque chose, parce que si on a quelque chose à accomplir dans cette vie, si on n'est pas venu là par hasard, c'est quoi ce truc qu'on a à accomplir ? On peut passer une vie entière à côté de ses pompes, à jamais le trouver. Et là, on a de la chance quand même. Le Covid est venu nous dire trouve ton chemin. Fais des choix là. Il y a des choix éthiques à faire. Parce que on pourrait imaginer que
d'être chassé du paradis, pour Adam et Ève, dans le texte de la Genèse. Au fond, c'est peut-être la même histoire que d'être chassé du ventre de sa maman. C'est qu'au bout de 9 mois, il faut partir là. Voilà, maintenant, t'es gentil, mais voilà, on va pas te faire la place toute la vie là-dedans, sinon ça va être beaucoup trop gros. Il faut aller sur Terre. Mais tout était bien dans le ventre de sa maman. Il faisait bien, il faisait chaud, la lumière était rose tamisée, une petite musique, des battements des deux cœurs entremêlés, qui jouaient la mesure. Il était nourri par perfusion. Pas d'agression, quoi. Pas de goût bizarre, de choses à mâcher ou de choses comme ça. Non, tout va bien. Puis à un moment, tout s'ébranle et il faut sortir. Et on peut imaginer que ce premier moment-là de l'enfant, c'est un moment de terreur atroce, quoi. Il n'a même pas de mots, il ne comprend rien. Et d'un coup, il est assailli de lumière, il est assailli de sensations, il est assailli de chaleur ou de froid. On lui met le petit bonnet qui gratte, le body, etc. Il était bien à l'aise là, dans son bain, il pouvait étirer les pieds. D'un coup, il se retrouve tout recroquevillé. Et c'est un moment qu'on peut penser terrible, en vrai. De peur atroce. Mais tout de suite après, il y a la réassurance maternelle. Il est pris dans les bras de sa maman, et il retrouve une partie du paradis perdu. Une partie seulement, il y est plus. Puis en permanence, ça va être labile. Peut-être qu'il pourrait se retrouver à être lâché, à ce que les parents s'en aillent. Est-ce qu'ils reviendront vraiment? Et au fond, l'enfant, il va chercher des récurrences. Des choses qui reviennent pareil, des refrains, des rengaines, des fredaines, qui sont toujours les mêmes. À telle heure, il y a le bib. À telle heure, il y a, je sais pas quoi, il y a le câlin. Là, il y a le machin la prière du soir ou la lecture du soir. Le bisou du matin. Il va chercher des récurrences. Et la première qu'il cherche, c'est le visage de sa maman. Ce visage de sa maman pour créer ce qu'on appelle les attachements sécures. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Des travaux d'un psychiatre qui s'appelle Bowlby, qui est écossais. Il a travaillé avec toute son équipe, mais ça a été repris chez nous par Cyrulnik et d'autres, sur la question de l'attachement sécure. On a besoin de figures d'attachement. Les gens vont se dire, tiens, celui-là, je vais le retrouver, ça va, il est intact, je sais ce qu'il est, il me permet de me situer dans cette espèce de truc très étrange qu'est le monde. Dans ce réel qui est trop grand, trop dense, plein d'étonnantes étrangetés. Ben là, au moins, j'ai un point de repère, j'ai un amer, il y a un phare. Et on peut se dire que dans tout ce qui nous est arrivé ces 3 dernières années, il y a quelques personnes qui ont joué ce rôle-là. Didier Raoult, Alexandre Ranco, etc., d'autres, ils se sont dit, tiens, celui-là, heureusement qu'il est là, j'ai un amer, quoi, j'ai à peu près où j'habite là. Parce que s'il n'était pas là, je serais un peu perdu au milieu de l'océan. Et l'enfant, il va chercher des rituels, des répétitions. La première des répétitions, c'est le langage. Le langage, c'est quoi? C'est quelques modulations de fréquence, quoi. C'est quelques phonèmes. Vous imaginez, on les assemble ensemble, on joue, on a plein tous Lego de phonèmes, puis on arrive à se parler, et on arrive à se parler avec sa figure d'attachement, avec sa maman. C'est un exploit absolument incroyable que de réussir à parler en 2 ans. Hein. De maîtriser la langue maternelle en moins de 2 ans, sur quelqu'un qui n'a rien, une page blanche. Je ne sais pas si vous avez essayé d'apprendre le russe pour certains, là, récemment. Moi, je suis fiché parce que la meilleure amie de ma fille est russe, donc d'une de mes filles, donc elle apprend le russe. Donc là, autant dire pour que le gars des RG qui est au fond, là, c'est bon, coucher toutes les cases. Et donc c'est assez compliqué d'apprendre le russe, surtout quand on commence à moins bien l'entendre. Et vous imaginez que l'enfant, il est très très attentif à ce qui se passe. Et ça va être des jeux d'écolalie avec la maman. Et voilà, on va jouer comme ça. Et s'émerveiller de ce qui est en train de se passer en face. Jusqu'à ce que ça structure cette cartographie du réel qui commence à être le langage. Mais petit à petit, tout le reste aussi, et même le bercement lui-même, va avoir une certaine fréquence. Il est toujours le même, il est rassurant. Il est comme ça. Si c'est quelqu'un d'autre qui berce avec une autre fréquence, avec une autre façon de tenir, ça colle pas. Hein. Allez, non, il faut le même truc. On a besoin de choses qui reviennent. Et vous pouvez penser que toute notre réalité, et par réalité, j'entends notre interprétation du réel. Le réel, c'est trop grand, c'est trop complexe, personne ne peut comprendre. Il y a des électrons qui volent, il y a des champs magnétiques. Non. Moi, j'ai qu'une réalité de la lumière. Mes 5 sens, quoi, de là jusqu'à là, la vue, l'audition, l'ouïe, la kinesthésie, etc. Mais ma vision du monde, c'est ça, quoi. Et la tienne, c'est une autre, et la tienne, c'est encore une autre. Et nos bulles de réalité,
elles se touchent qu'à peine. Là, elles se touchent un peu, par l'image et par le son. Mais sinon, on est dans des mondes qui sont très différents. Mais qui se rejoignent, justement parce qu'on a quelques rituels communs. On a quelques endroits qu'on peut partager. Déjà, le langage. On peut se comprendre. Donc ça va, le réel est trop grand. La réalité, c'est notre interprétation du réel. L'enfant, il arrive, il est une page blanche. Il était dans la matrice, tout allait bien, tout était parfait. Et d'un coup, il en est chassé. Il est chassé du paradis. Et il se retrouve à poil, tout seul, potentiellement avec des grandes difficultés de survie. Et il va chercher des figures d'attachement et des répétitions. Ces répétitions vont structurer sa réalité. Une réalité qu'il va plus ou moins partager avec son entourage parce qu'il a des rituels communs. Je vous parle de ça parce que une grande partie de ce que je vous ai dit tout au début, ça consiste, c'est-à-dire la stratégie des puissants pour prendre le pouvoir sur les autres, ça consiste à détruire les rituels. Ça consiste à détruire les points d'attachement sécure, à faire vaciller les figures d'attachement, et à en mettre à la place des perverses. Il y a plein de gens, ils ont regardé Jérôme Salomon tous les soirs. C'était pervers, parce que le mec, il y a eu 1242 morts, il y a eu 832 morts, il y a eu 42 morts. C'est pervers. On se gorger comme ça d'une répétition, d'un truc macabre et morbide. Bah, sinon, on le fait pour tout, hein. Puis toute la journée, quoi. Il y a eu 30 morts. N'empêche, comme il n'y avait plus aucun repère, bah celui-là, quand même, on va regarder. Oh merde, il y a eu 42 morts, oh là là, oh 120, oh non. Et ça n'arrête pas ce truc. Et donc, en faisant vaciller toutes les figures d'attachement habituelles et toutes les ritualisations habituelles, ils ont mis des figures, les gens qui sont au pouvoir et qui ont compris comment on faisait pour garder le pouvoir, ont mis des figures perverses d'attachement et des ritualisations perverses. Ah oui, parce que cette ritualisation rassurante dont je vous parlais, cette répétition qui revient, mais elle peut être toxique aussi. Vous connaissez peut-être les gens qui ont des tocs. Vous avez quelque chose? Toc, toc. Des tocs. Il y en a encore, hein, dans les rues, là, si on passe. Il y en a qui se sont dévoilés au passage. Et c'est dur pour eux, je pense. Parce que quelqu'un qui a un toc, il sait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a des obsessions, des idées qui reviennent, et il n'arrive pas à lutter contre. Elles reviennent toutes seules. Là, c'est comme des petites boucles dans son cerveau, pouf, ça revient. J'ai bien fermé la porte. Pas sûr. Et donc, ensuite, il a des compulsions. Les compulsions, c'est des comportements automatiques. C'est des faillites de sa liberté. C'est des choses qui reviennent toutes seules. Et poum, il va recliquer 4 fois sur le truc. Non, j'ai cliqué 4 fois. Attends, ça a clignoté quand 5. Quand je compte 5 fois, c'est bon. Clac, 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 clac. Là, c'est bon. Il y a des gens comme ça, ils comptent. Hein. Ça s'appelle l'arithmomanie. L'arithmomanie, c'est, je vais compter, je vais fermer 7 fois ma porte, je vais la rouvrir 7 fois, puis au 7e clac du pen, là, je suis sûr qu'elle est fermée. Je suis rassuré. Si je l'avais oublié ouverte, quand même. Je vais peut-être le refaire. Toc. Et des gens, ils passent leur journée, en fait, à vérifier que... Et on l'a tous un peu à bas bruit, en fait, en vrai. De mettre les couverts bien comme il faut autour de l'assiette, de ranger, comme si comme ça, dans la salle de bain et tout. Ah, mais en fait, on cherche à créer un territoire ritualisé, rassurant. Parce que le monde est inquiétant. Et donc, on cherche cette réassurance-là. Mais parfois, ça peut être envahissant, et ça peut être complètement inefficace. Le toc, vous avez beau compter, le doute, il est encore là, il va revenir quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des rituels qui fonctionnent et des rituels qui ne fonctionnent pas dans le fait de nous protéger contre l'angoisse. Et ça, c'est important de mettre de la lumière dessus. Parce que si vous voulez travailler... Je recule encore. Si vous voulez... Non, c'est pas trop... Non, si vous voulez traverser cette vie, ben vous avez besoin de ritualisation et de repères. Et en même temps, ils ne doivent pas vous empêcher d'aller partir à l'aventure. Parce que si vous êtes dans un espace de réassurance, mais que vous n'osez jamais en sortir, ben vous avez rêvé de rentrer dans le ventre de maman, en fait. C'est un rêve de retour matriciel, de retour du paradis perdu, l'Éden. Je vais le reconstruire à ma manière. Alors ça peut être avec des tocs, mais c'est ce qu'on passe notre temps à faire aussi avec la technique. Je vais avoir une bagnole, elle est bien confortable. Puis je vais avoir une maison, elle est bien confortable. Puis je vais avoir des volets automatiques. Puis tout va être automatique. Puis je vais cliquer sur un truc, ça va se passer tout seul. Puis je vais caresser ma lampe d'Aladin, puis je vais avoir à bouffer par Uber, je sais pas quoi. Jusqu'à ce qu'au fond, il n'y ait plus de danger, tout aille bien, quoi. Ça tombe tout seul. Presque j'aurais une perf. Il y a certains jeunes dans leurs jeux vidéo avec leur casque de réalité virtuelle, ils auraient une perf pour bouffer, au fond, ce serait plus confortable, quoi. C'est quand même moins gênant pour jouer avec la manette, bon voilà.
On ne devrait pas prendre la pizza et le coca. Et en fait, peut-être qu'on en est tous là, que toute notre société, elle en est là, elle en est à rechercher un paradis perdu, qui est le ventre de maman, en fait. En reconstituant des rituels qui circonscrivent notre réalité et qui nous empêchent l'incursion du réel. Qu'il n'y ait pas de réel qui vienne. Il ne faut pas qu'à un moment, il y ait une information qui vienne troubler ça. Sinon, ça veut dire que ma réalité, elle est poreuse. C'est-à-dire que le ventre de maman, en fait, il y a des trucs qui peuvent rentrer, sortir, c'est extrêmement inquiétant. Mais vous avez plein d'amis, là, qui sont dans le déni. Vous avez beau leur parler de choses, ils ne l'entendent pas. J'étais au Parlement européen hier, avant-hier, avant-avant-hier, à Bruxelles. Et donc, le Parlement européen, c'est l'angoisse. Enfin, c'est l'angoisse absolue. Et c'est le temple du mal, quoi, hein. Enfin, voilà, pour le dire simplement. Et, voilà. Mais bon, on y va quand même. Tu veux... Ouais. Une petite intervention pour moi. On va vous partager un poème qui est issu d'un collectage de poésie. C'est ces mots sortir du ventre qui m'ont amené à cette poésie. Il y a peut-être certains qui vont le connaître. Pendant le premier confinement, c'est un texte qui a pas mal tourné sur les réseaux dans une magnifique interprétation. Donc, on peut décider d'y aller, décider d'être debout, en avant, au-dessus, pas en bas. Et quand on décide, il y a plusieurs voies, il y a du monde à l'intérieur, ça court, ça cause, ça trépigne, ça se bouscule, ça galope. C'est comme dans une maison. C'est comme plusieurs personnes qui décident dans une maison et quelque part, dedans, il y en a une qui s'est sautée. Alors il faut la chercher, il faut faire le tour, il faut frapper aux portes, il faut aller à la cave, au grenier, être les bouteilles où elle fait à manger, mais dedans, quelque part, il y en a une qui s'est sautée. Celle-là, il faut qu'elle soit installée depuis un certain temps, qu'elle ait mis ses petites affaires. C'est elle qui décide de la décoration d'intérieur, qui met le canapé dans le bon sens, le lit du bon côté, pour bien dormir. C'est elle qui accueille sur le perron, qui va pousser sur ses pieds, plier dans son ventre, comme un ressort. Elle sait que quand elle plie, après, elle remonte. Elle est habituée à vivre ensemble dans une maison toute seule, lourde et légère. Lâcher et prendre. Sa vie, c'est tout ça dans le même tableau. Ça fait du bien, un bon petit tableau. Un bon petit clown triste au-dessus de la cheminée. Ça fait du bien. Quand on est un peu moche, ça fait du bien d'être un peu moche. Quand on n'a pas bien dit bonjour, on a oublié de dire au revoir, ça fait du bien. Parce qu'il faut savoir ne pas savoir. Et puis quand c'est le bon moment, on plie. Et là, t'as la bonne personne qui est au grenier, qui est à la cave, qui pousse le fumier dehors. Et celle-là, tu la mets dans tes yeux, dans ton ventre. Et là, tu remontes. Allez, on se rassemble. On mélange plus les torchons et les serviettes. On ferme les tiroirs, on change les rideaux. On fait un stage, un parcours de santé. Mais décolle, bon Dieu. Parce que
très bien ta maison, tu connais ta cave, tu connais ton grenier, tu vas arrêter de te faire peur, à te faire croire que tu ne sais pas. Alors que tu sais. Tu prends ta maison, tu ouvres tes fenêtres, tu mets ta robe, tu mets tes talons,